Il est connu à l'international pour bien de raisons, mais celle qui fait parler du Burkina Faso ces temps-ci hors de nos frontières, c'est bien l'installation du nouveau secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires Otis. Le docteur Lassina Zerbo incarne depuis hier cette personnalité et cela sous l'œil bienveillant du président du Faso. Dès le début de ce journal, nous irons en Autriche, à Vienne. Et puis, nous reviendrons à Ouagadougou, où l'actualité qui fait la une parle de la session du comité de pilotage des pôles de croissance de Bagré. Première du genre, la session lance officiellement les activités du dit comité et se penche essentiellement sur l'élaboration de plans d'action promotionnels. Cette rencontre ouverte ce matin a été présidée par le chef du gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. L'annonce était faite le 23 octobre 2012. Le docteur Lassina Zerbo était élu secrétaire exécutif de l'OTIS, l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le scientifique burkinabé a été officiellement installé au siège donc de l'organisation à Vienne en Autriche. C'était hier en présence du président Blaise Compaoré. Le reportage est signé Alassane Zéo et Arsène Évariste Kaboré, nos envoyés spéciaux sur place. Vous avez bien voulu placer votre confiance en M. Lassina Zerbo pour diriger en qualité de secrétaire exécutif la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Je vous remercie de cette haute distinction portée à un fils du Burkina et de l'Afrique. Votre choix exprime votre appréciation des mérites de M. Zerbo, de ses compétences techniques acquises tout au long de sa riche carrière professionnelle, de ses qualités tout à la fois de scientifique, de manager et de diplomate engagé pour la cause de la paix et de la sécurité du monde. C'est au cours de la 40e session de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires Otis que l'Hongrois Tibor Tóth a passé le témoin au Burkinabé Lassina Zerbo en tant que secrétaire exécutif de l'Otis. Le président du Faso s'est réjoui de cette situation et entend apporter tout le soutien nécessaire à Lassina Zerbo. Au moment où M. Zerbo entre dans ses fonctions, je lui réitère toutes mes félicitations, lui renouvelle l'appui constant du gouvernement du peuple burkinabé et lui prodigue mes souhaits de plein succès dans sa mission au service de la paix en général et de la non-prolifération nucléaire en particulier. Après l'intervention de Tibor Tóth, qui a dit tout le plaisir qu'il a eu à travailler avec Lassina Zerbo et toute l'équipe de l'OTIS, Lassina Zerbo a remercié ce dernier pour ses qualités de management et la disponibilité dont il a fait preuve durant les 8 années à la tête de l'organisation. Lassina Zerbo a aussi jeté un regard sur les efforts de recherche de la paix par le président du Faso, efforts qui se sont étendus jusqu'au niveau de l'OTIS. Son Excellence, dans le cadre de sa visite ici, travaille au processus de paix au Mali. Pour autant, il nous avait fait la promesse de venir à cette 40e session de la commission préparatoire. Il a fait tout son possible pour être ici avec nous aujourd'hui. Et cela fait partie de son engagement personnel en faveur de la paix et de la sécurité dans le contexte régional. Et en s'exprimant devant la Commission, il fait part de son expérience régionale à nous tous qui travaillons de manière générale à la paix et à la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, soyez remerciés. L'OTIS a été créé en 1997 sous l'égide donc de l'ONU dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Et quand on sait le rôle de médiation que joue le président du Faso dans la crise que traverse le Mali, c'est tout naturellement que lors de la conférence de presse qui s'est déroulée après l'installation du docteur Zerbo, des questions sur le retour à la paix au Mali soient posées. Le président du Faso a de ce fait insisté sur ses propositions en tant que médiateur au nom de l'intégrité territoriale au Mali. Nous avons là un conflit très complexe parce que nous avons eu cette rébellion au nord du Mali, ça c'est un, mais malheureusement au même moment pour le Mali, il y a eu coup d'État à Bamako. Alors donc dans cette crise, en tant que médiateur, il est apparu donc logique de
traiter les questions constitutionnelles. Parce que tant que le Mali ne se retrouve pas dans un ordre constitutionnel normal, il allait être difficile de gérer les autres questions. Alors, puisque en dehors des problèmes du Nord, il y avait aussi l'extérieur, l'étranger, avec les mouvements islamistes, terroristes qui étaient entrés. Donc ça faisait 3 dossiers en même temps. Mais il fallait régler les questions constitutionnelles. C'est ce que nous avions essayé de régler dans un premier temps en amenant le président Diankounda, le président de l'Assemblée, à prendre les choses en main. Après, nous nous sommes maintenant occupés des questions entre Maliens, ceux qui au nord demandaient la charia, ceux qui voulaient l'indépendance, et les amener aujourd'hui à rejeter à la fois l'indépendance et à rejeter aussi l'intégrisme religieux. Donc, alors, il suffit maintenant d'organiser un dispositif de sécurité, de sécurisation pour tous, pour que les élections puissent avoir lieu en juillet. Alors, bien sûr, entre ce que je comprends, c'est que le gouvernement de Bamako parle de désarmement immédiat, alors que le processus que moi j'ai proposé, qui doit être un processus rassurant pour les partis. Oui, parce que quand des partis sont en conflit, pour demander à une partie subitement de désarmer, sans créer des conditions qui rassurent cette partie, même si elle accepte le principe, ça peut être difficile à gérer. Surtout que, parallèlement, vous avez d'autres mouvements qui restent armés dans la zone. Alors, c'est pour cela que nous avons voulu que ce soit un accompagnement avec des forces internationales, avec un processus progressif, avec la police, la gendarmerie, etc. Mais l'objectif final, c'est que le Mali récupère la totalité de son territoire sous son administration, puisqu'il y a le déploiement de l'administration, des services sociaux. Et donc l'intégrité territoriale du Mali, au bout de compte, va être assurée. Je pense que le processus que j'ai proposé me paraît équilibré, et juste, équitable, mais surtout et respectueux, bien sûr, des institutions maliennes. Je pense que probablement qu'avec des reformulations, on pourrait s'entendre, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers un processus qui est à la fois pacifique et rassurant pour toutes les parties. Les propos du président du Faso nous sont rapportés par nos envoyés spéciaux à Vienne, Alassane Zéo et Arsène Évariste Kaboré. On en vient à la première session du Comité national de pilotage des pôles de Bagré. La rencontre réunit depuis ce matin à Ouagadougou les membres donc de ce comité ainsi que les partenaires au projet. Une occasion pour le Premier ministre de rappeler à tous l'importance de la promotion des pôles de croissance. Maïmouna Traoré. Dynamiser le dispositif institutionnel pour faire des pôles de croissance un instrument majeur d'accélération de la croissance économique, la réflexion est lancée. Ces participants à cette première session ont entre les mains le document d'orientation pour la promotion des pôles de croissance 2013-2015. Un document adopté le 22 mai dernier par le gouvernement et qui devrait guider ses membres du comité de pilotage des pôles de croissance de Bagré dans leurs activités. Cette session permettra aux membres du comité national de pilotage de s'approprier le contenu du document d'orientation pour la promotion des pôles de croissance et les missions confiées aux organes chargés d'impulser la dynamique de développement des pôles de croissance dans notre pays. Notre comité donc est appelé à examiner et adopter le plan d'action prioritaire 2013-2015 et le plan de travail annuel 2013 en vue de l'opérationnalisation du document d'orientation pour la promotion des pôles de croissance. Les participants feront également une analyse sans complaisance de l'état d'avancement de la construction du pôle de croissance de Bagré. Les résultats devront inspirer le gouvernement dans la mise en œuvre de nouveaux pôles de croissance d'ici à 2015. L'objectif à long terme étant d'améliorer les conditions de vie des populations. De l'avis des spécialistes, avec le taux moyen de croissance de 5,7% enregistré sur cette période par notre pays et au regard du croît démographique annuel de 3,1%, il faut attendre 2035
pour voir doubler le revenu par habitant. Seules donc des actions volontaristes vont permettre d'assurer une croissance soutenue de la richesse nationale et de lutter efficacement contre la pauvreté. Pour plus de cohérence dans leurs activités, ceux-ci devraient à moyen terme élaborer une politique nationale de promotion des pôles de croissance. Un mot à présent sur la prochaine manifestation qui va réunir à Bobo-Dioulasso le coton et ses producteurs. La Nuit du coton, c'est le nouveau concept de la Nationale des fibres et textiles et qui entend promouvoir l'excellence dans la promotion de l'or dit blanc. À quelques jours donc de la manifestation, le directeur général de la Sofitex donne plus de détails au micro de Sanoua Christine Koulibaly. Le coton représente un produit d'exportation qui est important pour le Burkina. Et il se doit que nous puissions trouver toutes les voies et tous les moyens pour plus de résultats. Le coton fait vivre plus de 3 millions de Burkinabés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé au cours de la campagne 2012-2013 un concours meilleur producteur de coton, meilleur groupement de producteurs de coton, centré autour d'un certain nombre de thèmes techniques dont l'adhésion et la réceptivité pourraient permettre d'améliorer la productivité et la production. Au terme donc de ce concours, nous avons donc décidé d'organiser une nuit au cours de laquelle on va récompenser les lauréats de ce concours. Il s'agit donc d'une nuit de l'excellence. Une nuit au cours de laquelle nous allons magnifier les cotonculteurs, nous allons féliciter ces braves travailleurs qui, chaque jour, font de leur mieux pour apporter leur contribution à la construction du Burkina Faso. Le travail et le professionnalisme, c'est ce qui est attendu des producteurs de la région du Sahel. À la suite de celle de l'Est, les agriculteurs du Sahel ont reçu semences, matériel agricole et animaux de traite pour mener à bien la campagne 2013. Rendons-nous à Seitenga, à 50 km de Dori, pour la remise officielle donc de cette subvention, mais aussi le lancement de la campagne agricole. Et c'est avec Moumouni Soubeiga. Pour la campagne agricole 2013-2014 dans le Sahel, les prévisions de production sont estimées à 270 000 tonnes pour les céréales, 4 000 tonnes pour le riz, 17 000 tonnes pour le niébé et 4 000 tonnes et demi pour le sésame. Et pour l'atteinte de ces objectifs, l'État a mis des moyens à la disposition des producteurs du Sahel. Du matériel agricole et des animaux de trait ont été subventionnés pour les accompagner. Par rapport aux conditions, il faut être sélectionné par un comité de sélection composé de l'agent d'agriculture, du comité villageois de développement et de la chambre régionale d'agriculture. Ce sont ces acteurs à la base là qui font le choix du producteur bénéficiaire de ces intrants et équipements agricoles. C'est une région où il pleut moins, mais le gouverneur et les producteurs ne perdent pas espoir. Avec le dévouement des agriculteurs et le soutien de l'État, ils sont convaincus que le Sahel peut être transformé en une région agricole. Travailler tout le temps depuis nos grands-parents jusque-là, ça c'est fini. On ne peut pas continuer avec ça et puis avoir une bonne production. Donc je demande à l'État vraiment d'essayer d'équiper tout le monde si possible. Le pays du Sahel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pourrait être même le grenier du Faso. Pourquoi pas? Et j'ai demandé aux filles de la région du Sahel de s'investir car c'est possible. Il y a un temps pour fouiller et chercher l'or. Il y a un temps aussi pour l'exploitation agricole. Et pour soutenir ces producteurs, la représentation régionale de la société Somika a parrainé la cérémonie avec une enveloppe de 2 millions de francs CFA. À travers la remise de ces matériels, le département de l'agriculture et de la sécurité alimentaire entend ici accroître la production agricole de 10% chaque année et créer des conditions favorables à l'accessibilité des populations à une alimentation suffisante et équilibrée. Retour à Ouagadougou pour une présentation de la nouvelle instance dirigeante du caucus genre de l'Assemblée nationale. 10 membres et 3 cellules techniques comprennent le caucus qui a tenu une assemblée générale dans les locaux de la représentation nationale. Le compte-rendu est de Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba.
Suite au renouvellement des membres de l'Assemblée nationale à la faveur des élections législatives et municipales cumulées du 2 décembre dernier, le caucus genre de l'Assemblée nationale s'était dégarni de ses membres. C'est donc pour redonner vie à ce caucus que de nouveaux membres se sont retrouvés autour des anciens en vue de la mise en place de son bureau de coordination. Nous devons travailler pour qu'au niveau de chaque service, à chaque fois qu'un dossier fait l'objet de discussion, qu'on n'oublie pas l'aspect genre. À chaque fois qu'il y a une proposition de loi qui nécessite une grande sensibilisation, surtout pour l'opinion nationale, le caucus a besoin d'avoir un lobby fort. Le caucus genre s'ouvre aussi aux autres femmes organisées et mobilisées au sein des associations féminines. Le bureau de 10 membres conduit par une coordonnatrice, ainsi que les 3 cellules techniques mises en place, se fixent pour objectif de poursuivre les actions engagées depuis sa création en vue de la promotion du genre. Nous sommes allés à des élections en 2012. Et normalement, s'il n'y avait pas eu beaucoup de difficultés quant à la participation de la femme aux sphères de décision, l'Assemblée nationale aujourd'hui devait se retrouver avec au moins 30% de femmes. Mais nous constatons que nous n'avons pas obtenu plus de 20%. Donc le caucus genre va poursuivre son travail de sensibilisation vis-à-vis des partis politiques. La prochaine étape sera l'adoption du plan d'action de ce caucus qui compte 33 membres inscrits, dont la totalité des 24 femmes que compte la 5e législature, pour définir les activités à mener à court, moyen et long terme. Le transport des marchandises via les airs est renforcé avec Cargolux, une société luxembourgeoise spécialisée dans le domaine. Sa desserte s'étend sur une 50aine de pays dans le monde, dont 12 en Afrique avec désormais le Burkina Faso. Le vol inaugural de la compagnie a eu lieu jeudi dernier, comme nous le rapporte Sié Sylvestre Da dans ce reportage. L'atterrissage à Ouagadougou de cet avion de la société luxembourgeoise Cargolux marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Burkina Faso et les Grands Duchés de Luxembourg. La compagnie est spécialisée uniquement dans le transport par voie aérienne des marchandises. À compter de ce 13 juin, elle vient renforcer la desserte du Burkina Faso avec un vol par semaine entre les pays d'Afrique, d'Europe et autres destinations. Pour Cargolux, le continent africain a toujours été d'une grande importance. Parce que jusqu'à présent nous desservions 11 destinations en Afrique et maintenant avec l'accord aérien signé avec le Burkina Faso, ça nous permet d'avoir maintenant une douzième destination en Afrique avec Ouagadougou. Le réseau global de Cargolux s'étend sur 50 pays et 90 aéroports. Cargolux est doté d'une flotte de 19 avions de ce type, des Boeing 747. Pour ce qui est du Burkina Faso, la compagnie pourra transporter entre autres des fruits, des légumes et des minerais à l'exportation et à l'importation des équipements pour les industries. La capacité de l'avion varie entre 120 et 130 tonnes. Le transport aérien constitue un mode très important parce que, comme vous le savez, c'est le mode le plus sûr en matière de transport, en matière de sécurité, mais c'est également le mode le plus rapide donc pour l'acheminement des marchandises à Burkina Faso et à destination des autres pays. Alors, c'est dit que l'arrivée de Cargolux, qui constitue le 3e cargo régulier de desserte du Burkina Faso, constitue pour nous un événement majeur. La compagnie Cargolux est vieille de 3 ans. Son installation au Burkina Faso concrétise la dynamique des partenariats économiques entre le Burkina et le Luxembourg, amorcé par un mémorandum d'entente entre les 2 pays et qui sera bientôt suivi d'un accord bilatéral. C'est aussi une réponse aux préoccupations des exportateurs et des opérateurs économiques qui disposent désormais des moyens de plus pour l'acheminement de leurs marchandises. Une réalisation fait également des heureux à Yalgo, dans le Ganzourgou. Une mosquée y a été érigée pour le grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. L'inauguration qui s'est faite ce jour de prière a été l'occasion pour le promoteur de rappeler l'essence du partage, de la communion et de la paix pour l'édification d'une nation prospère. Le financement de la mosquée avait été entamé par feu El Hadj Oumarou Kanazoé. Et le reportage est de Moussaki et Claudine Bikaba. C'est dans ce lieu de culte que les fidèles musulmans de Yalgo vont désormais prier.
Cette mosquée a été conjointement financée par Feu Umaru Kanazoe et Aman Korga. Un lieu de prière qui se veut être un cadre non seulement de la culture, du dialogue et de la tolérance, mais aussi d'apprentissage du Coran et du renforcement des connaissances sur l'islam. En tout cas, nous sommes contents d'accueillir cette nouvelle mosquée. Mais d'abord, nous rendons hommage à Feu Umaru Kanazoe qui a beaucoup investi dans sa réalisation. La cérémonie d'inauguration a consisté à des prières et bénédictions du nouveau bâtiment où se réuniront les fidèles musulmans de Yalgo autour des valeurs communes que sont la paix et la coexistence pacifique. Actualité hors de chez nous à présent avec l'Iran qui appelle ses populations aux urnes. Ce vendredi est en effet jour de vote pour les Iraniens qui devront s'y rendre pour élire leur président. Celui qui est considéré comme l'homme le plus puissant du pays et le guide suprême a invité les Iraniens à se rendre massivement dans les bureaux de vote. 6 candidats sont en lice pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.